Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Corentin Orsini. Bonjour Corentin. Bonjour Armelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Oui et non, parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que les chefs d'entreprise, ce que je suis aujourd'hui, ils sont très extravertis, très leaders. C'était pas du tout mon cas. D'ailleurs, c'est toujours pas trop mon cas, même si j'ai progressé un peu là-dessus, mais c'est pas non plus le fond de ma personnalité. Par contre, oui, dans l'attrait que j'ai eu très tôt pour les technologies, les innovations, ça oui, et aussi les projets. J'ai toujours été attiré en fait par les projets, par faire naître un projet de rien, tu vois. Donc en fait, c'était pas évident, mais on aurait pu le voir. Et alors, comment elle a pris cette enfance jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi les grandes étapes ? Les grandes étapes, c'est en fait un peu comme l'immense majorité des gens, c'est-à-dire qu'on m'a jamais dit que je pouvais entreprendre, que je pouvais créer personne m'a jamais dit ça. Donc du coup, j'ai fait quoi ? J'ai fait comme tout le monde. J'ai été au collège, au lycée, et on m'a dit, fais des études, comme ça tu trouveras un bon job. C'est ce que tout le monde dit à tout le monde, tous les parents disent à tout le monde. Enfin, sauf moi. Moi, je dis à mes filles, ne soyez surtout pas salariés. Peut-être qu'elles finiront salariées, et tant mieux pour elles. Mais donc moi j'ai fait comme tout le monde quoi. Et en fait, par contre, au lycée, j'avais un projet que j'ai mené à terme de site internet de critique de jeux vidéo, et j'ai fait ce projet avec des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement. Encore maintenant, 25 ans après, je les ai jamais rencontrés physiquement. C'était des gens que j'avais rencontrés sur internet. On était en 98 et il y avait une messagerie qui s'appelait ICQ à l'époque. Donc c'était l'ancêtre de toutes les messageries d'aujourd'hui. Et j'avais rencontré des gens là-dessus. Et donc en fait, on avait créé ce projet. Et donc ça, c'était vraiment, je pense, le point de départ de quelque chose, enfin de ce que je vais faire par la suite en termes d'entrepreneuriat. Sauf que j'en avais absolument pas conscience, mais zéro à l'époque. Si tu veux, à l'époque, pour moi, c'était pas du tout une boîte. D'ailleurs, c'était pas une société, c'était une association. Mais peu importe, en fait, moi, c'était juste un projet, quoi. Et d'ailleurs, je gagnais pas d'argent avec ça. Enfin, j'ai gagné peut-être 1 000 € par an, quoi. Après, j'ai fait comme tout le monde, des études, voilà, des premiers jobs, etc. Mais en fait, je me suis vite, même si j'aimais beaucoup les jobs que je faisais, notamment j'étais journaliste tech chez Science et Vie Micro, je sentais bien que j'étais pas à ma place dans une organisation déjà établie et assez grosse. Il y avait plein de trucs que je comprenais pas, tu vois, pourquoi telle règle, pourquoi, etc. Pourquoi peu d'efficience dans beaucoup de choses et tout ça. Et donc en fait, au bout de 2 ans et demi, même si j'ai adoré cette expérience, je me suis quand même barré pour me mettre à mon compte. Alors pas créer ma boîte, mais être freelance. Mais tu vois, ça peut être un premier pas vers la création d'une boîte, et moi ça a été le cas. Et après, finalement, je me suis jamais vraiment arrêté. J'ai quand même fait un petit passage de 2 ans en banque d'affaires pour apprendre le business. Mais après, je me suis jamais arrêté d'être freelance, de créer des boîtes, des projets, etc., tu vois. J'ai créé une boîte dans les médias, l'affiliation. J'ai créé une boîte dans le conseil en innovation. J'ai créé une boîte dans le Airbnb de luxe. Et Super Capital, qui est un peu la méta-boîte, c'est-à-dire je vois passer des boîtes toute la journée, j'investis dans des boîtes toute la journée. Donc en fait, ouais, tu vois, c'est pas une. En fait, moi, j'adore l'entrepreneuriat, mais j'adore aussi la diversité des projets. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'arrive à la fois avoir mon projet entrepreneurial Super Capital. J'ai aussi des side business à côté, donc des business à côté. Et en plus, avec Super Capital, j'investis dans des projets qui existent. Donc en fait, j'ai vraiment une multitude de projets. Est-ce que tu peux présenter d'ailleurs Super Capital à nos auditeurs ? Ouais, bien sûr, Super Capital. Donc je l'ai créé en 2017-2018. Aujourd'hui, en 2024, donc on est plusieurs milliers d'investisseurs. On est vraiment une communauté. Et cette communauté, la plupart de ces gens, ce sont des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui ont envie et le font, qui investissent dans des startups tech parce qu'ils pensent que les startups tech, ça peut être très scalable et ça peut
changer le monde et ça peut aussi faire des gros multiples d'investissement. Mais on leur propose pas que ça. On leur propose pas que d'investir dans les startups tech. On leur propose aussi de reprendre des entreprises qui sont à vendre intégralement parce que un chef d'entreprise, au bout de 2 ou 3 ans, quand il a vendu sa boîte, il s'ennuie un peu et donc il a envie de recréer une boîte ou de racheter une boîte. Et on leur propose aussi maintenant un service de family office, de chef d'orchestre de leur patrimoine. Et on propose aussi, ça c'est une grosse partie de notre business, on propose aux entrepreneurs de les aider à aller parler aux banquiers, à aller lever de la dette, donc à préparer leur dossier, à faire s'asseoir plusieurs banquiers autour d'une table et à convaincre des banquiers. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait pitcher à peu près, parce qu'il y a eu plein de vidéos sur le sujet ces dernières années, etc. Donc tout le monde sait à peu près pitcher des investisseurs. Mais ça, pitcher un investisseur, il faut le convaincre du projet, de la vision du futur. Un banquier, c'est différent. Il faut le convaincre, mais il faut le convaincre avec des arguments différents, avec des arguments de fonds propres, avec des arguments de réassurance, de prudence, etc. Et donc, un banquier va pas du tout regarder la même chose qu'un investisseur. Et c'est pour ça que nous, alors on continue à, évidemment, trouver des investisseurs pour nos startups, mais surtout, on les accompagne à aller voir les banquiers parce que c'est une compétence assez rare et c'est la compétence principale de mon associé Fred et d'un grand nombre de personnes dans nos équipes aujourd'hui. Est-ce que parmi toutes les entreprises que tu as créées, est-ce que tu as rencontré des grosses galères et est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes? Ouais, c'est sûr, tu sais t'as toujours énormément de galères. Franchement, quand t'es entrepreneur, en fait, c'est que ça quoi ta vie. Enfin, c'est que ça. C'est une vie de galère ponctuée par quelques moments qui durent quelques mois ou quelques années où tu cartonnes. Mais oui, des galères, j'en ai eu énormément. Galère principale, c'est tu vois, j'avais un business B2B de conseil et là notamment donc mes clients c'était des très grosses boîtes, très 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 grosses boîtes du CAC 40. Et en fait là la galère numéro 1 c'est de se faire payer. Ils vont te payer au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est un enfer parce que certes tu les factures bien, tu vois tu factures des gros paniers moyens, des 10 000 euros, des 20 000 euros, même plus que ça. Sauf que t'attends 4 mois ton cash parce que le service compta, le service paye, machin, bidule, etc. Le service compliance, enfin, c'est terrible parce que toi, t'es tout petit, t'es une toute petite boîte et t'es face à un géant. C'est pas qu'il veut pas te payer, mais c'est que en fait, vous comprenez pas parce que en face, ils sont 150 000 employés, toi, t'es 4. Toi, il faut que tu sois payé en fait dans les 30 jours, sinon ta boîte c'est compliqué. Tu peux pas embaucher, tu peux pas payer ton loyer, tu peux pas te payer. Et donc ça, c'est très très difficile quand t'es en B2B avec des clients très gros. Ça, c'est une grosse galère. Après, les autres galères, c'est souvent des galères opérationnelles, tous les petits détails qu'il faut en permanence régler. En fait, il y a jamais rien de compliqué dans la vie, mais en fait, les choses sont pas difficiles, complexes, etc. Mais il faut les faire. On dit toujours le diable se cache dans les détails, et ça, en entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Tu fais une réunion super importante avec un prospect, t'es super content, tu sors du truc, mais après ça, il faut que tu gères la boîte de ménage de tes bureaux qui est pas venue, il faut que tu gères la paye de tes employés qui est pas passée parce qu'il y avait pas assez de trésorerie sur le compte, il faut que tu gères la personne qui s'en va ou qui est en arrêt maladie et du coup le projet à rendre au client, tu peux pas le faire et donc c'est toi qui vas devoir le faire le soir. Tu vois, en fait, c'est toute une somme de petits détails comme ça qui au bout d'un moment en fait te prennent quasiment toutes tes journées quoi. C'est quoi pour toi le risque? Est-ce que tu as une définition du risque? Moi, le risque, j'ai jamais trop. En fait, je l'ai jamais trop vu, je l'ai jamais trop appréhendé. Je me suis jamais trop posé la question, mais c'est vrai qu'il existe. C'est vrai qu'il existe quand tu crées ta boîte. En fait, le risque, je trouve qu'il augmente avec la taille de ta boîte. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as une petite boîte, ton risque, c'est rien, en fait, parce que t'as pas de charge. Si la boîte se plante, ça plante quoi? Rien. C'est juste que t'as plus de revenus, tu dois trouver un job pour remplacer ton revenu. Par contre, plus ta boîte se développe, plus le risque devient grand parce que tu as plusieurs employés, tu as des bureaux plus chers qu'avant. Tu peux avoir une baisse de régime ou une baisse du nombre de clients et là pour le coup, tu peux avoir un effet ciseau. Donc, je trouve que le risque, il augmente au fur et à mesure que la taille de ta boîte augmente. Donc en fait, moi je trouve personnellement que c'est très facile de créer une boîte. C'est très facile au début, les premiers mois, les premières années. C'est beaucoup plus dur après quand tu développes ta boîte parce que je trouve moi personnellement que c'est plus risqué. Maintenant, il y a des gens qui ont une vision exactement inverse de ça, qui vont te dire, moi je trouve ça très risqué au début de se lancer parce que tu perds du salaire, tu perds du confort, tu perds je sais pas quoi. Moi je m'en fous de ça.
Par contre, ils vont te dire après, quand la boîte se développe, il y a moins de risques parce que t'es installé, t'as une base de clients installée, etc., etc. Moi, je le vois pas comme ça, je le vois plutôt à l'inverse. Et toi, tu le vis comment finalement le risque? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te paralyse? Comment tu réagis? Moi, je suis plutôt attiré par après, pas un risque non plus extrême et démesuré, tu vois. J'ai pas envie de sauter d'un gratte-ciel tu sais, avec les mecs qui ont des ailes là, de chauve-souris. En base jump ou en wingsuit? Ouais, en wingsuit, ça, franchement, je le ferai pas parce qu'en plus, j'ai le vertige, donc voilà. Mais par contre, j'ai toujours adoré, tu vois, les trucs. Tu vois, j'ai toujours bien aimé faire du snowboard un peu hors piste. Les sports de glisse, ça m'a toujours beaucoup plu, etc. Donc, j'ai quand même un certain attrait. En tout cas, je suis pas, ça me bloque pas du tout et dans aucun aspect de la vie. Or, je vois que ça, c'est assez rare parce qu'il y a plein de gens qui sont assez flippés de ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. Maintenant, ouais, je le vis comment? Bah, je te dis, tu vois, à mesure que les boîtes grandissent, quand même, je trouve que quand tu trébuches quand t'as une toute petite boîte, c'est pas très grave. Quand tu trébuches quand t'as une boîte qui commence à devenir un peu plus grosse, bah, c'est plus compliqué parce que t'as des grosses charges auxquelles il faut faire face. Et tu vois, il y a un entrepreneur assez connu, c'est le fondateur de Celle-ci, qui s'appelle Alain Mevlec. Celle-ci, c'est un CRM français qui marche très fort. D'ailleurs, tu pourrais l'inviter dans un podcast, ce serait très intéressant. Ça marche. Et Alain, il a écrit un article il y a quelques années très très intéressant, assez long sur internet, sur son Medium, je crois, ou je sais plus, et qui raconte en fait sa première boîte, comment il l'a plantée, et en fait comment derrière ça a été une galère pendant des années parce que l'URSSAF est venu prendre de l'argent chaque mois sur son compte, il pouvait pas acheter de maison, il pouvait être que locataire, il y avait plein de galères et en fait quand tu lis cet article, tu te rends compte que ouais, en fait, ça peut être chaud. Ça peut être chaud de planter une boîte. Et je raconte ça parce qu'aujourd'hui, il est à la tête de Celle-ci, qui est une entreprise absolument incroyable avec des centaines d'employés, qui cartonne un truc de fou, tu vois. Donc rien n'est jamais perdu, évidemment, et il a vraiment fait une magnifique réussite après ça. Mais tu vois, lire ça quand même, bah c'est pas mal aussi pour les gens qui se rendent pas du tout compte et qui pensent qu'il y a zéro risque. Bah si, il y a des risques. Il faut juste être en mesure d'y faire face. Et toi, finalement, quels sont les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et pourquoi tu les as pris? Bah en fait, avec le recul, c'est vrai que j'avais pas du tout conscience à l'époque, mais c'est vrai que créer une boîte, sachant que j'avais pas d'argent devant moi, j'avais 2 enfants, j'avais ma femme qui était aussi indépendante, qui n'était pas salariée. En fait, il y avait plein de gens qui nous disaient autour de nous, mais vous êtes fous, vous êtes deux indépendants, il n'y a pas de salariés dans le couple, etc. Et c'est vrai que ça, on n'a jamais pensé, ça nous a jamais effleuré l'esprit. Mais c'est vrai que maintenant, en y repensant, tu te dis, ouais, en fait, on avait zéro filet de sécurité, tu vois. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis après, ouais, se lancer dans des projets dont je savais pas où ça allait nous mener, tu vois, est-ce que un jour ça allait être rentable, est-ce qu'on allait pouvoir en vivre, etc. Mais si tu commences à te poser ces questions-là, le problème c'est que j'ai l'impression que tu fais un peu jamais rien, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt des trucs comme ça. Et puis parfois aussi le risque, ça peut être prendre une décision assez impactante sur ta vie. Par exemple, déménager, tu vois, assez loin et penser que ça va bien se passer, mais c'est peut-être le point de départ d'une mauvaise période de ta vie, tu vois. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais ça, tu vois, j'ai pu le voir autour de moi. Et si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et surtout qu'est-ce que t'en retiens? La plus grosse erreur, c'est de faire confiance trop rapidement à certaines personnes, je pense. Moi, je fais plutôt confiance a priori, tu vois. Et en fait, il y a parfois des gens qui savent se survendre en tant qu'associés, en tant que salariés. Et en fait, au final, ils sont assez décevants parce que justement, ils se sont survendus, tu vois. Donc en fait, moi, je préfère quelqu'un qui connaît très bien ses zones de force et connaît très bien ses zones de faiblesse, tu vois. Et en fait, je sais que quand je vais te mettre, toi, sur tes zones de force, tu vas exceller. Et je vois bien où t'es pas fort. Et là où t'es pas fort, je vais trouver quelqu'un d'autre qui est fort là-dedans. En fait, le chef d'entreprise, c'est que ça qu'il doit faire. C'est vraiment comprendre pourquoi cette personne, elle est très douée, très forte, naturellement, sa zone de talent, sa zone de génie, et la mettre à 100% là-dessus. Et trouver d'autres gens sur les autres tâches. Et ces tâches-là, au début, si t'as pas les moyens, c'est toi qui dois les faire. Et tu dois, t'as pas le choix. Tu dois passer tes soirées à le faire. Jusqu'à ce que tu trouves une personne qui est très forte là-dedans.
Et quand tu trouves cette personne, tu la mets là-dessus. Et que tu as les moyens de la prendre, tu la mets là-dessus. Et c'est que ça de construire des briques comme ça, s'entourer des personnes qui sont complémentaires. Et ça fait un puzzle à la fin qui normalement est bon et s'imbrique bien. À contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions, des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Moi, dans ma carrière entrepreneuriale, j'ai eu un peu de tout, c'est-à-dire j'ai été seul, j'ai été associé à une personne, à 2 personnes, 3 personnes, etc. Bon, moi aujourd'hui, je pense que on est 3 associés, Fred, Thibaut et moi, on est extrêmement complémentaires, ça marche très très bien entre nous et je pense que chacun a une zone de talent que l'autre n'a pas et ça marche très très fort comme ça. En plus, c'est vraiment une belle aventure humaine, tu vois, on s'entend très bien même en dehors, etc. Ça, je pense que ça, c'est l'un des trucs dont je suis le plus fier, mais c'est extrêmement difficile à faire, ça. Parce qu'en fait, ça demande de la résilience, ça demande du temps, ça demande de la chance aussi, parce que tu sais pas, en fait. Enfin, moi, j'en savais rien comment Fred ou Thibaut, ils se comportaient sur le long terme, sur des années. Je savais à peu près là où ils étaient bons, mais je connais pas, quand je les rencontre au début, je connais pas leur personnalité profonde, tu vois. Et en plus, on sait pas comment ça va se passer entre nous. Ça, c'est très, très, très compliqué. Donc, je pense que ça, il faut vraiment en permanence se demander, est-ce que cette association, elle fait sens? Est-ce qu'elle marche bien? Est-ce qu'elle peut être corrigée? Ou est-ce que c'est mort, il faut qu'on se sépare et il faut qu'on passe à autre chose et il faut que je sois seul ou associé à quelqu'un d'autre? À mon avis, ça, c'est le plus dur en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile et surtout comment ou où est-ce que tu puises la motivation dans les moments difficiles? Bah en fait, tu vois, je réfléchis à plusieurs trucs, tu vois. Déjà l'histoire de Alain tout à l'heure, je te l'ai donné, donc ça peut être cette histoire ou une autre du même genre, hein. Mais tu vois, certains entrepreneurs et même, tu vois, même des entrepreneurs gigantesques, genre Elon Musk. En fait, quand tu lis sa biographie, tu te rends compte qu'il y a un moment de sa vie, le mec, il était ruiné, il dormait dans le sous-sol de chez ses beaux-parents. Et pourtant, il avait vendu PayPal pour plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards. Et il avait tout réinvesti, puisque lui, c'est vraiment un taré absolu dans SpaceX et dans Tesla. Mais en fait, tu te dis, putain, mais attends, mais en fait, même lui, même des gens comme ça, en fait, ils ont connu des galères et des galères vraiment hard, quoi. Voilà. Et donc, tu relativises. Et puis après, tu te dis aussi, attends, j'ai la chance d'être né dans un pays riche, j'ai une boîte, je suis chef d'entreprise. Enfin, ça va, tu vois. J'aurais pu aussi naître au Bangladesh et être livreur toute ma vie pour $1 par jour, hein, tu vois. Donc, il y a un moment, tu relativises, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil en entrepreneuriat? D'une manière générale. Ah, c'est une question difficile, ça. Déjà, il faut s'en souvenir. C'est se focaliser sur sa zone de talent, de génie. Je pense que c'est le meilleur conseil, franchement. Parce que quand tu fais ça, en fait, ça te demande pas d'effort. Donc en fait, c'est l'efficience. Et moi, je cherche l'efficience dans ma vie. Et si tu te concentres sur tes zones de force, tu arrives à l'efficience. Tu sais, souvent on entend les gens dire il faut que je travaille ça, je suis pas bon là-dedans. Oui, alors travaille-le si tu veux un peu, mais tu seras jamais excellent. Moi, je sais qu'il y a des trucs. Tu vois, par exemple, en dessin, je serai jamais capable d'être bon dessinateur. Enfin, mais je peux m'améliorer, tu vois. Je peux faire des tutos YouTube et je peux peut-être être à un niveau moyen si je bosse. Mais je serai jamais excellent. Par contre, il y a des trucs dans lesquels je suis excellent naturellement. En fait, si je consacre 20 minutes de mon temps à cette zone d'excellence, je vais avoir un impact qui va être énorme et c'est peut-être l'équivalent de 3 jours du travail d'une autre personne qui n'est pas bonne pour ça, tu vois. Est-ce que tu dirais que c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une entreprise? Oui, mais attention, parce que au début, tu es obligé de faire un peu tout. Et tu es obligé de faire notamment les choses sur lesquelles tu n'es pas bon, parce que au début, t'as pas les moyens. À moins que tu aies les moyens. Donc, si t'apportes beaucoup d'argent au début dans ta boîte, tant mieux pour toi et entoure-toi tout de suite, tu vois. Mais la plupart des gens, au début, ils ont pas de moyens et donc ils doivent faire tout. Et donc, ils doivent rapidement, à mon avis, savoir ce sur quoi ils sont bons, ce sur quoi ils sont pas bons. Et dès qu'ils ont un peu de budget, embaucher des gens pour combler les manques là où ils sont pas bons. Embaucher ou prendre des freelances, peu importe. Ouais. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour ton business? Écoute, on a un business vraiment de très long terme, donc en fait, paradoxalement, c'est pas très difficile à imaginer parce que
Comme tu le sais, investir dans des startups, c'est un truc de très long terme. C'est-à-dire quand on investit, on va pas avoir de retour sur investissement avant au moins 5, 6, 7, 8 ans. Parfois même plus. Donc en fait, je vois très bien comment ça va se passer. Ça va se passer comment? Ça va se passer que tout ce qu'on a fait ces 3, 4, 5 dernières années, ça va créer de la valeur, ça va venir s'empiler, ça va créer des nouvelles opportunités, etc. Donc ça, c'est bien. Mais ce que je vois aussi, c'est que on doit toujours continuer et jamais s'arrêter à faire ce qu'on fait. Parce que si tu t'arrêtes à un moment donné, imagine par exemple pendant 6 mois je fais plus rien là, et ben dans 5 ans, j'aurai des gros manques parce que 5 ans avant, je me serais arrêté pendant 6 mois. Donc en fait, c'est un truc où il faut jamais s'arrêter. Donc les 10 prochaines années, j'espère que notre communauté, elle va grossir de manière exponentielle parce que cette communauté, c'est vraiment ce qui nous amène toutes les opportunités aujourd'hui, les opportunités de business, les opportunités d'investissement, les opportunités de networking. J'ai fait d'autres business de communauté comme ça. Avant, ma boîte de conseil, elle était basée sur une communauté aussi. Et je trouve que c'est un levier fantastique parce que le réseau, en fait, c'est ce qui te permet. Moi, je suis pas du tout né avec un réseau, du tout. Et en plus, j'ai pas grandi dans des grandes villes spécialement. Et donc, en fait, le réseau, je me le suis constitué à partir de, mes 20 ans, quoi. Et je trouve que c'est d'une puissance incroyable. Et alors, faut pas tomber dans le travers des gens qui font que du réseau pour du réseau et qui derrière n'en font rien, parce que ça sert à rien en fait. Mais moi j'aime bien cette puissance du réseau et des communautés pour vraiment arriver à un but. Aujourd'hui, ce but c'est quoi? C'est les faire investir dans des startups, mais c'est aussi depuis peu les faire reprendre des boîtes, donc créer de la valeur. C'est aussi leur faire découvrir des nouveaux marchés comme l'Inde où on investit pas mal, tu vois. Et donc en fait, je trouve que t'as un impact énorme quand t'as un levier comme ça sur une communauté, qui plus est une communauté quand même de gens qui ont des moyens, qui ont des sociétés, donc qui eux-mêmes ont de l'impact. Est-ce que t'aurais un conseil de livre ou de documentaire ou de film à regarder? Écoute, récemment, là, il y a quelques jours, j'ai regardé le fameux documentaire de Inox Tag qui grimpait l'Everest et franchement, j'ai trouvé ça dingue parce que il vient de nulle part. Enfin, il est comme toi et moi et en fait, franchement, escalader l'Everest, c'est un truc de malade. Faut juste regarder les images à la fin. Enfin, les mecs, ils sont dans des combinaisons, ils ont des masques à oxygène. Enfin, tu sens que les conditions, mais elles sont tellement extrêmes. Donc ça c'est vraiment cool à regarder. Sinon, un livre que j'ai adoré. Alors les biographies de Walter Isaacson sur Jobs, sur Musk et tout, elles sont géniales. Un livre que j'adore, ça s'appelle Dans la lumière des peintres, sur la famille Magd, qui est une famille de marchands d'art, qui est vraiment hyper intéressant. De manière générale, j'aime beaucoup les biographies. Tu sais, comme la biographie de Richard Branson ou du fondateur de Nike. Même quand on n'est pas entrepreneur, je pense que ça peut beaucoup parler, ça peut bien parler, ça peut pas mal fasciner. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Je sais que justement il faut avoir aucune certitude dans la vie parce qu'en fait les choses peuvent changer beaucoup et vite. Et aussi je sais, pour avoir maintenant côtoyé beaucoup de gens très successful, parce que dans mes investisseurs il y a quand même il y a énormément de gens extrêmement successful, et pas que financièrement, dans toute leur vie quoi. Ce que je sais, c'est qu'en fait c'est des gens qui ont 2 yeux, un nez, une bouche comme toi et moi, qui sont pas très différents en fait. Enfin, tu vois, en fait, ils ont les mêmes skills. Alors, ok, ils sont peut-être très bons sur des zones, mais ils sont très très mauvais sur des zones sur lesquelles je suis bon moi. Et en fait, je me dis, réussir à un niveau incroyable, en fait, je pense que c'est presque plus facile que ce qu'on croit. C'est presque plus facile que ce qu'on croit. Alors, j'ai pas encore la recette miracle, mais tu vois, en fait, les gens que je connais qui ont le plus réussi, c'est pas forcément les gens les plus intelligents. Et les gens les plus intelligents que je connais autour de moi, ils ont pas forcément réussi. C'est la folle équation du succès. Pour conclure, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Quel sera ton prochain projet? Alors, quel sera ton prochain projet, Corentin? Je n'en ai aucune idée, mais je pense que ce sera un projet dans le concret, dans le dur, dans le business physique. Donc par exemple, je vais donner un exemple, ce sera peut-être pas du tout ça, mais genre un hôtel, un restaurant, tu vois, un truc vraiment brick and mortar, parce que en fait, j'adore la tech, j'adore les logiciels, j'adore le virtuel, j'adore l'investissement, etc. Mais il y a un moment, j'aime bien avoir un peu les mains dans le cambouis, et ça me manque un petit peu aujourd'hui, donc ça, je pense que j'irai vers ça. Merci beaucoup, Corentin Orsini, fondateur de Super Capital, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Alors voici les 6 points clés, et oui, rien que ça, de cet épisode. Le premier, c'est un conseil parental pour vos enfants, ne soyez surtout pas salariés. Le deuxième, pitcher un investisseur et pitcher un banquier, ça n'a rien à voir. Le premier, il faut le convaincre, le second, il faut le rassurer. Le troisième point, c'est qu'être entrepreneur, c'est une vie de galère qui est ponctuée de quelques mois de bonheur et de succès. Le quatrième point, il n'y a jamais rien qui est vraiment compliqué ou complexe dans la vie. Mais il faut juste faire les choses, et c'est là que réside la pénibilité. Le cinquième point, c'est que le risque augmente avec la taille de l'entreprise. Parce que les charges ou le nombre de salariés augmentent, tu peux avoir des gros effets ciseaux. Et c'est ça dont il faut se méfier. Et enfin, le sixième point, c'est de bien connaître les zones de génie et les zones de faiblesse de ses collaborateurs et de savoir faire les bons pairings pour que les personnes travaillent bien en équipe. Ça, c'est le talent indispensable pour un chef d'entreprise. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.